Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de venir à domicile, on peut le dire, chez Fabien Olicard. On est dans ton petit studio, ton petit cocon. Exact. Oui, c'est vraiment un cocon. C'est un cocon. C'est parfait. Et du coup, je suis très content que ça t'ait assez plu pour qu'on le fasse là. Tu vois, je suis complètement sur mes marques. Ça séduit quand on aime le son et qu'on te montre ce genre de micro. Bah, tu ranges ton petit matos que t'avais emporté dans ton tote bag. Pour revenir à cette introduction, toi, tu as une base. Tu es mentaliste à la base, mais je pense que ce serait très réducteur de parler de ton parcours en disant juste que t'es mentaliste, parce qu'aujourd'hui on te connaît aussi grâce à une chaîne YouTube de dingue qui explore énormément de thématiques autour de la réflexion du cerveau, de nos perceptions. T'as quand même 2 millions d'abonnés, ce qui est pas mal. J'ai pas autant d'amis, par exemple. Et puis tu sors de nombreux bouquins, je pense qu'on va en parler également, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a fait dire que ce serait vraiment passionnant qu'on enregistre cet épisode ensemble. C'est la vidéo qui a beaucoup tourné, où tu interroges des personnalités sur l'échec, et t'as une autre vision de l'échec que moi. Moi, j'ai réalisé que j'étais beaucoup sur le ressenti, et toi, tu interroges ce qui se passe dans le cerveau. Oui, j'intellectualise l'échec et justement j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo où j'avais dit ce serait génial d'avoir en plus de ça des gens soit qu'on connaît pour leur réussite, donc on a le biais du survivant vis-à-vis de ces personnes. Tu connais le biais du survivant ou pas ? Pas du tout, je suis déjà excitée de cette Est-ce que je peux raconter ça ? Allez, je t'en prie. Le biais du survivant, c'est notre capacité à analyser a posteriori les réussites des gens dans les domaines qu'on veut suivre, Okay. au lieu d'analyser les échecs des personnes, qui est beaucoup plus intéressante. Et pourquoi on l'appelle le biais du survivant ? Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a tous les avions des Anglais et des Alliés qui se font canarder et donc qui chutent et c'est un problème pour l'état-major anglais parce que tu pourrais te dire ils en ont marre de perdre des pilotes. Non, ils en ont marre de perdre des avions parce que ça coûte très cher et c'est très long à produire et ils se disent il faut plus que ces avions qu'on ait 50% de pertes comme ça. Ils embauchent les meilleurs ingénieurs vont au hangar et ils voient tous les avions qui sont rentrés du combat et ils font une statistique avec les impacts de balles, tu vois. Et donc là où il y a le plus d'impact sur le plus d'avions qui sont rentrés, ils vont se mettre à blinder tous ces endroits-là. Okay. Les avions repartent et il y en a toujours 50% qui reviennent pas. Et il y a un mec qui s'appelle Wald qui arrive et qui fait c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, vous devez blinder tous les endroits où il n'y a pas eu d'impact de balles. Et donc les mecs le prennent pour un fou et il explique et la suite lui donnera raison. Il fait non parce que vous analysez les avions qui sont revenus du combat. Donc ils sont revenus. Donc on s'en fout des impacts des balles. Il faut penser que ceux qui ne sont pas revenus ont sûrement pris des balles là où il y en a pas sur ceux qui sont revenus, tu vois. Et donc il faut penser à l'envers. En fait, il faut analyser plutôt ceux qui n'ont pas survécu plutôt que ceux qui ont survécu, en fait, parce que ceux qui ont survécu, c'est des singularités, en fait. Et les vraies leçons, elles sont dans les échecs. Ah bah alors là, je peux que te donner raison parce que sinon, ça tue un peu mon business. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que là, j'envoie de la force au concept. Ouais, de ouf. Ensemble, nous, on va d'abord partir d'un de tes échecs, comme je le fais à chaque fois. Tu vas me raconter le jour où tu n'as pas eu ton bac. Et spoiler alert, je crois que ça se termine bien, vu l'endroit où on est. Oui, bah pas pour le bac, parce que je l'ai toujours pas. Pas pour le bac, mais justement, c'est une belle leçon sur ce qui importe réellement dans la vie. Bah tu vois, mon bouquin, c'était le dernier problème à régler pour moi, le bouquin dont je te parlais il y a 2 secondes, parce que avant ce bouquin, je n'avais jamais dit concrètement je n'ai pas mon bac. Ah ouais. J'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux, surtout dans les domaines scientifiques dans lesquels je travaille, quoi, tu vois. Et en même temps, en étant persuadé qu'on s'en foutait, quoi, de pas avoir le bac. Mais c'était le dernier, tu vois, point à unlock quand même, où je me suis dit, ok, allez, on en parle dans ce livre et on arrête de dire, t'as fait quoi comme étude ? Je suis allé jusqu'au bac 2, qui est une demi-vérité parce que je suis allé jusqu'au bac, mais je ne l'ai pas eu, c'est tout. Ouais. Donc la raison, elle est double. Alors, on va rembobiner un peu le fil de l'histoire. Donc, a priori... Je fais des bruits de j'entends rien. J'étais en train de me dire, prends un peu d'eau. Donc bon, a priori, on sait à peu près quel âge tu as à cette époque-là, donc ça, c'est pas le besoin, mais voilà, tu fais quel bac, scientifique, littéraire ? Ouais, donc je suis en STI génie électrotechnique, parce que déjà, je sais que les études m'intéressent pas. Ok. Assez tôt dans ma vie.
Dès le collège, je sais que ça va être compliqué les études pour les 2 raisons principales. La première, c'est que j'ai du mal à ce qu'on me contraigne des horaires quand je les sens injustes. Ok. Tu vois, j'ai pas de problème à me mettre en marche, mais c'est juste l'injustice des horaires inutiles. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie d'apprendre à la carte. Et je vois bien que ça va être très compliqué en fait au lycée ou au collège de pouvoir apprendre ce que je veux quand je veux. En fait, je suis obligé de rentrer en fait dans un cursus et ça me plaît pas. Donc de là, je dis à ma mère, ok, je passe un bac pour toi, pour te faire plaisir, mais il faut que ce soit un truc qui me serve. Et le génie électrotechnique t'apprend quand même à faire de l'électronique et de l'électricité. Et je me suis dit, ça c'est toujours un truc qui me servira au cours de ma vie si j'ai de l'élec à faire chez moi ou de l'électronique à réparer. Tu vois, c'est vraiment le but. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression que tu as un esprit analytique qui a besoin de comprendre, de tester lui-même. Oui, c'est vrai. Pour remettre déjà en question c'est ça, alors que moi j'étais le petit mouton qui était là, de toute façon, je n'ai pas le choix, tu vois. C'est vrai. Mais à côté de ça, j'étais très attiré par le littéraire, pour tout le côté artistique qui peut en découler, par l'économique et social, parce que c'est notre compréhension aussi. En fait, moi, ce que j'aime, c'est comprendre les choses. Donc, dès qu'il y a des clés de fonctionnement, même si c'est pas scientifique, même si c'est psychologique ou social ou économique ou politique, ça peut m'intéresser. C'est un problème dans ma vie, hein. D'ailleurs, tout m'intéresse. Tu serais un bon journaliste. C'est vraiment très compliqué. Mais bon, me voilà donc au lycée où je découvre des choses que je connais pas encore. Parce qu'avant le lycée, je suis plutôt le gamin tout seul. J'ai pas trop d'amis dans la cour de récré. Je n'ai aucun problème d'harcèlement ou quoi. Je suis toujours très apprécié des autres. C'est juste que je suis un peu en dehors. Et au lycée, je découvre 2 choses. L'alcool et le sens de l'humour. 2 choses très sympas pour passer une très bonne scolarité de seconde. Qui vont bien ensemble. Qui vont très très bien ensemble. Donc je décide au premier trimestre de redoubler ma seconde. Ça, ce serait le truc le plus compliqué à admettre pour ma mère. Attends, mais pour quelle raison, dès le premier trimestre, tu te dis, tiens, je pense que je vais redoubler? Parce que je pense vraiment que je vais passer mon temps libre avec toutes ces personnes merveilleuses avec qui je rigole bien. Et que, en fait, moi, comme j'analyse un petit peu ce que je vis en temps réel, je me suis dit, ok, c'est ton année d'apprentissage de vie sociale, en fait. Donc, c'est prioritaire. Et donc, si tu dois redoubler, tu redoubles, mais t'auras vécu... et en prenant la décision tôt, je vis sans culpabilité. Tu vois, je suis là, Balak, c'est ok pour moi. En fait, c'est vraiment ok maintenant. Donc, pas grave. Donc, je redouble ma seconde. Ça aussi, c'est un grand problème familial. Et après, je fais ma première, ma terme. Et il faut te dire que en parallèle de ça, je travaille. Déjà, j'ai travaillé en restauration depuis que j'ai 14 ans. Je viens d'une famille très modeste, donc si tu veux de l'argent, bosse quoi, tu vois. Après, je suis formateur BAFA quand on est au lycée et tout. Et donc, j'ai toujours du taf comme ça à côté. Et ce taf compte pour moi, quoi. Déjà, parce que même sur la fin de mon lycée, j'ai déjà un appart, donc je paye mon loyer. En fait, tu vois. J'ai besoin d'autonomie, moi, pour être heureux, tu vois. Et donc, le bac approche, et moi, je fais des petits calculs savants pour passer qu'1 heure par épreuve à l'épreuve et avoir mon bac à 10-10, tu vois. C'est génial. Par contre, la marge, t'as pas intérêt à avoir une marge d'erreur dans tes calculs. C'est ça. Trop puissante. Exactement. Ouais. Et mais genre maths appliquée, pour moi, c'était F9, je crois, et c'était 4 heures, je passerais qu'1 heure, quoi, tu vois, mais je calcule tout, tu vois. Et puis le fait est que sur la mécanique appliquée, donc c'est comment tiennent les ponts, ce genre de choses, c'était assez passionnant. Comme j'ai bossé la veille au soir, je suis un peu crevé, donc je commence par dormir sur ma table. Et je me réveille à un moment donné, je fais putain mince, j'embauche dans 1 heure, donc je gratte vite fait mon truc et tout. Je rends ça au CPE qui s'appelait Monsieur Boots, qui me dit Olicard, vous êtes irrécupérable, parce que lui il m'a vu dormir 1 heure, me réveiller et faire rendre ma feuille et partir. Les résultats tombent. Avec l'attitude de je faisais exprès alors oui, que je t'aurais pas réveillé. C'est vraiment non. Et du coup, les résultats tombent du bac et je suis à 9,93 sur 10. Ce qui est pas mal dans tes calculs. Ce qui est pas si mal. Ouais. Et surtout, ce qui souvent passe quand t'as un dossier OK et tout. Sauf que moi, mon dossier, j'ai beaucoup d'avertissements d'absence. Parce que je viens pas jamais de comportement, mais de l'absence beaucoup. À tel point qu'un jour, j'ai vu ma mère agrafer toutes mes feuilles d'absence non justifiées. Je lui ai dit, tu fais quoi? Elle m'a fait un calendrier. Elle a de l'humour, ta maman. Oui, c'était pas faux. En même temps, ma mère, quand j'étais pas en cours, elle savait où j'étais chez moi.
Tu sais, je séchais pas pour faire n'importe quoi, en fait. Je séchais pour aller à la bibliothèque, ramener des livres à la maison et les lire. Donc, d'accord, elle savait où j'étais, quoi. Gentil gamin. Ouais, pas de et problème. puis aussi, toi, au moins, ça te cadre énormément d'avoir ce taf à côté, toujours. Bien sûr. J'imagine que ça te donne déjà un aspect de ce qu'est être adulte. Ah bah oui, tu vois. oui. Moi, ça me plaît énormément, ça, ce jeu-là. Et après donc au 9,93, du coup, à cause de ces trucs d'absence, on me fout au rattrapage, quoi. J'ai pas de passe droit. Et le rattrapage, ça tombe, par contre, sur une période où je travaille, puisque j'avais pas prévu ça. Et je dis, non, mais je n'irai pas au rattrapage, donc je vais pas au rattrapage. Et je me dis quand même, ouais, je le passerai en candidat libre l'année prochaine. En vrai, je sais qu'en candidat libre, je peux l'avoir. Je reprends la méca appliquée, la physique appliquée. Je me donne un petit peu et c'est ok, c'est sûr et certain, quoi. Tu vois, il y avait pas de, et je l'ai jamais fait. Je me dis qu'il faut une confiance en soi pour se dire ça, pour se dire je peux y arriver si je fais ça, ça, ça. Tu vois, je me remets à l'époque. Moi, j'étais complètement passive. Ok. Alors, j'avais envie d'y arriver, mais j'étais passive dans l'idée d'écouter mes envies, tu vois. Et moi, pour moi, c'était impossible de pas l'avoir, et j'avais la trouille de pas l'avoir, et de toute façon, je pensais pas avoir de mention, et puis je suis pas capable. Tu vois, j'étais dans cet état d'esprit-là. J'ai l'impression que toi, le fait d'être hyper autonome très jeune, ça t'a donné cette confiance pour réfléchir à ça. En fait, si tu veux, jamais un diplôme validera ce que je sais faire, ce que je peux faire ou ce que j'ai envie de faire. Et tu te le dis déjà à l'époque, ça ? Ah oui, oui, oui. Ça n'a aucun impact sur moi, le côté diplôme. Okay. Tu vois, la diplomation, ce genre de validation sociale, elle a mais vraiment aucun impact sur moi. Okay. Donc, en fait, c'est pas de la conscience, c'est une acceptation de pas l'avoir parce que ça ne remettra pas en cause tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de découvrir, tout ce que j'ai envie d'essayer de faire. Et par contre, j'ai une lucidité sur le côté d'une, j'ai pas envie de continuer mes études, donc ce passe qu'est le bac, pas tellement d'intérêt. Et de deux, je sais que je vais expérimenter plein de métiers dans ma vie. Okay. Et donc, à aucun moment, le bac aura un intérêt. Et en me disant de ce que j'ai déjà vécu professionnellement, puisque j'ai déjà un petit cursus pro, en me disant de toute manière, si on me dit t'as fait quelles études, je dirais bac STIGE. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu personne sur un entretien d'embauche se faire demander son diplôme de bac. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au pire des cas, si même il faut tenter un coup de bluff, ma foi, je le ferai. Donc, je vois pas qu'est-ce qui va m'empêcher, tu vois, de faire ou de vivre. Et je te dis, le seul truc, c'est le seul désaccord avec ma mère dans ma vie. Je sais qu'elle l'a mal vécu. Elle avait des espoirs sur moi, l'espoir d'avoir un bachelier dans la famille. Et je lui ai enlevé ça, mais c'était son rêve, c'était pas le mien, tu vois. Donc on a eu c'était une manière de s'émanciper aussi là-dessus. C'est pas parfois ça prend du temps de se dire bon je vais vivre pour moi et pas pour mes parents, quoi. Ouais. Oui, et puis surtout ma mère, je lui ai dit est-ce que t'es inquiète pour moi? Elle fait non, bon voilà. Parce que je suis j'ai vraiment une force de travail très forte, tu vois. J'avais pas de problème à me lever à 5h du matin pour aller sur les marchés, dire qui a besoin de quelqu'un pour déballer les marchés, tu vois. Enfin, je déploie de l'énergie facilement quand c'est pour moi et quand je connais le sens de ce que je fais. Donc j'ai dit, t'es pas inquiète pour moi. Donc en vrai, tout va bien, tu vois. On est que sur un ego, tu vois. Il y a le mien qui est touché, il y a le tien qui est touché, pas à la même force, mais on est que sur un problème d'ego. Et puis, et d'ailleurs, c'est dans le même ego que je lui ai dit un jour, t'as vu mes livres sont étudiés à la fac. C'est tout ce que j'ai à dire pour un gars qui n'a pas le bac. C'est clair. Tu vois, j'ai eu la première fois que j'ai fait Paris Dauphine fait des Fall Night. Oui. Et j'en ai animé 2. Et je me disais, c'est génial parce que jamais c'est ça. je serais rentrée à Dauphine. C'est drôle, quoi, tu vois. Ah ouais. Mais tu sais, c'est comme tous ces rappeurs géniaux qui sont maintenant demandés à Sciences Po. C'est carrément un truc étudié. Tu vois. C'est ça. Moi, j'ai fait une conférence à Sciences Po. LOL. Tu vois. D'ailleurs, ça s'appelait LOL. Ça s'appelait LOL, exactement. Non, mais tu vois, c'est marrant comme quoi aujourd'hui, après le fait de pas avoir le bac, et regarde, c'est notre point de départ de cette conversation, ça devient la singularité intéressante. Ouais. Là où c'était l'espèce de squelette dans le placard, quoi. Tu vois, qu'il fallait pas ouvrir et qu'il fallait pas montrer. Donc je dis pas qu'il faut pas avoir le bac, par contre. Alors attention, petite précision, les plus jeunes qui nous écoutent. Mon plus grand regret dans ma vie n'est pas d'avoir le bac. En fait, c'est que ça reste mon plus grand regret, mais juste un regret d'émotion ça aurait fait tellement plaisir à ma mère, et c'est vrai que dans le fond, ça aurait dû donner du sens à ma scolarité de terminer par l'avoir.
Donc je dis pas il faut absolument pas l'avoir. En fait, c'est si je devais revenir en arrière, je bosserais 1 heure de plus, j'aurais mon bac et ma mère serait contente et moi j'aurais un petit trophée rigolo de fin de scolarité. Et puis évidemment, ça dépend aussi de ce que tu veux faire toi dans la vie. Je sais pas si tu avais déjà réfléchi à ça, mais si tu avais vraiment tenu à être médecin, là ça devenait compliqué. Tu vois ? Ou alors médecin amateur, un hobby. Chirurgien amateur en hobby. D'horreur de serial killer. Non mais moi c'est un hobby quoi. Ah ouais, je regarde des vidéos sur YouTube et puis non j'avais pas de projet pro et gros spoiler, je n'ai toujours pas de projet pro. J'ai jamais eu en fait d'objectifs professionnels à long terme. J'ai toujours tenu à une vraie flexibilité et à un vrai truc de je rencontre ça, j'essaie, oh là là ça me plaît et en plus ça marche, bah vas-y je creuse là-dedans, tu vois. Ouais. Et j'imagine que de pas avoir son bac à l'époque, c'est ultra moteur parce que du coup t'as pas d'autre choix. Exactement. T'as pas d'autre choix que de réussir déjà à vivre, donc à trouver un taf qui est ok, qui est épanouissant parce que je m'épanouis que dans l'autonomie et la liberté. Et qui paye le loyer, qui te donne tout ça, et qui te laisse du temps comme même pour découvrir, puisque mon but est de découvrir des choses, quoi. Tiens. Et donc la plus grande facilité pour ce chemin-là, c'est d'être très vite entrepreneur. Et donc ma première boîte, je l'ai créée, j'ai 18 ans. Ma deuxième, je l'ai créée, j'ai 19. La troisième, j'ai 21. Et je les ferme au fur et à mesure. Et ça aussi, c'est des échecs. Suivant où tu places le prisme. Pour ma famille, c'est des échecs. Parce que, oh là là, il a fermé sa boîte. Oui, mais j'ai fermé, il me restait de l'argent, j'avais pas de dette. Ouais, mais t'as fermé. Mais tu sais, moi, j'ai plus un délire à l'américaine. En mode, si t'as pas fermé 5 boîtes, tu sais pas ce que c'est de gérer une boîte, tu vois. Mes parents, c'était plus à la française, ou ma sœur aussi, oh là là, il a fermé sa boîte. Bah oui. Mais c'est parce que j'en ai monté une autre, là, hier, en fait, et que comme j'ai appris vachement de la première, je voulais repartir à plat de la copie sur la deuxième, etc., etc. Donc en fait, je suis vite devenu entrepreneur parce que tu n'as pas d'horaire injuste, tu n'as pas d'ordre injuste, tu prends tes décisions, tu t'en réfères à toi-même s'il y a un souci, tu peux avoir ta stratégie à toi, tu peux déployer énormément d'heures de travail et tu sais pour qui c'est, quoi. Tu vois, c'était plus intéressant, quoi. Et ça, c'est un autre truc, j'en ai jamais parlé, tiens, avant ce podcast. Le salaire fixe, c'est un souci chez moi. Ah ouais? J'ai pas de problème à gagner peu, par exemple. Mais il faut que je puisse me dire qu'avec la force de mon travail, je pourrais augmenter ça si je voulais. Tu vois? C'est fou, ça. Et il y a quelque chose d'hyper glacial pour moi de me dire, waouh, il y en a qui gagnent 1500 € par mois. Ils savent que ça va être comme ça pour 10 ans. Il n'y a pas de perspective d'évolution dans leur boîte. Que tous ceux qui m'entendent ici le sachent, il y a des perspectives ici, ok. Mais tu vois, où tu sais que c'est... Il y a des tickets resto qui vous attendent un jour. Non, mais tu vois, moi maintenant, en tant qu'entrepreneur, oui, c'est un vrai kiff, tu vois. Au mois de juin, j'ai augmenté tout le monde. Les salaires font que d'augmenter ici parce que c'est un truc collectif, tu vois. On postule où? Ben, en partant, bien sûr. Mais c'est vraiment ça. Il faut qu'on puisse s'épanouir et il faut qu'on puisse sentir que ces accumulations de compétences, de savoir-faire, etc., payent aussi au fur et à mesure, quoi. Moi, j'ai vu mon père qui était patron ouvrier. Donc, il avait sa propre boîte, mais il gagnait 8 000 francs, donc 1 220 € net par mois toute sa vie. La vache, en tant que patron, il y a toutes les responsabilités. C'est ça. Et il n'y a pas de perspective d'évolution. En fait, il est où ta singularité potentielle, tu vois. Le truc qui va faire, attends, si ça se trouve, la force de taffer, à un moment donné, j'ai un truc qui va cartonner et ça nous paiera des belles vacances ou les belles choses que j'ai envie d'expérimenter, ça n'existe pas. En fait, tu sais que de toutes les fins de mois, il te reste tant et que si tu l'accumules assez, au bout d'1 an, il te reste tant et que c'est ton enveloppe annuelle pour ton plaisir personnel ou familial. Ça, c'est très dur pour moi. Tu vois, c'est fou parce que je me dis, mais on est tous tellement différents alors que on vient du même pays, on a été dans le même système scolaire. Moi, je crois que c'est tout l'inverse. Et je suis entrepreneuse comme toi. Et qu'importe ce que je gagne, je me verse le même salaire. Ouais. Parce que moi, ça me rassure de me dire que déjà, je flambe pas. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là de la nana qui a peur de manquer. Que je ne flambe pas, que je suis sérieuse, que je me tiens sur la durée à quelque chose. Et j'adorais ce salaire qui tombait chaque mois parce que je savais où j'allais. Oui, c'est la sécurité, bien sûr. Vraiment, confort et sécurité, ouais. Ouais.
Je crois que honnêtement, et pour beaucoup, la seule chose qui te fait abandonner la sécurité, c'est vraiment quand tu sens que dans tes tripes, qu'il y a un truc chouette qui t'attend, comme tu le dis, quoi. Mais encore une fois, tu vois, moi, ce qui me rend heureux, c'est les raisons de mes échecs. C'est l'autonomie et la liberté. J'ai fait un vrai travail introspectif pour trouver ces deux mots il y a plus de 20 ans maintenant. Et en gros, j'ai noté sur une feuille de papier tout ce que je voulais. Okay. Donc ça pouvait être de m'acheter une console de jeu à voyager à travers le monde. Tu vois. Ouais, de l'attraction, quoi. Ouais, j'ai tout noté. Durant une semaine sur un papier, au bout d'une semaine, j'avais plus rien à mettre. Okay. Donc j'ai repris cette feuille et je me suis dit maintenant il faut que je vois quelles sont les idées communes et que je regroupe ça en des phrases, tu vois. Genre par exemple aller en Thaïlande et puis visiter le Canada, c'est voyager, tu vois, c'est une idée globale, quoi. Donc j'ai recoupé ça faisait quelques phrases d'idées globales et je me suis forcé à les épurer pour les transformer en un seul mot, etc. Et à la fin de ce processus de globalisation, j'ai trouvé ces deux mots, autonomie et liberté. Et je me suis dit, ok, ça c'est mes boussoles de vie. C'est-à-dire toutes mes décisions, elles doivent aller dans ce sens-là, tu vois. Si ça m'enlève de l'autonomie et de la liberté, peu importe ce qu'on me propose à côté, je serais forcément moins heureux. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé assez vite dans l'insécurité en fait. Et pour te dire la vérité, j'étais un entrepreneur qui a vécu dans une toile de tente pendant 9 mois quand même, tu vois. Mais j'étais aussi heureux que maintenant que je te parle, tu vois. Parce que je sais que moi, c'est pas le besoin d'un confort absolu ou d'une sécurité absolue qui va me rendre heureux. Mais toi, oui. Donc il faut pas aller contre, tu vois, ces espèces de mantras personnels. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je te dis, peut-être j'ai pas besoin de sécurité parce que je sais qu'au final, j'ai deux chances, je m'adapte très vite et j'ai pas de problème d'ego à faire n'importe quel travail. À un moment donné, j'ai eu besoin d'argent. Je suis allé dans un truc qui s'appelle Galva Atlantique où ils galvanisent de l'acier pour pas qu'il rouille. Et je suis allé dire, vous avez du boulot un peu là? Je cherche du boulot cette semaine. On m'a dit, faut ramasser tous les bouts de métal qui traînent et les trier dans la benne. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Tu vois, ça me pose pas de soucis, tu vois. Donc je sais qu'au final, je vais toujours bouffer à la fin du mois. C'est pas, il y a pas d'inquiétude. Parce que t'as vraiment une force de vie, quoi. Il y a un truc que je trouve hyper intéressant aussi. Je sais que mon ex n'avait pas non plus le bac et moi je l'admirais toujours pour ça. Parce que je me disais, mais c'est génial, quoi. Il fait un taf super. Il a réussi à s'instruire lui-même. Et il a continué à faire des études en parallèle parce qu'il avait pas envie de lâcher lui, mais alors que normalement, tout le monde te dit que c'est impossible, tu vois, sans le bac. Et moi, c'est pas... Alors, je suis très impressionnée par ceux qui font HEC parce que dans ma tête, je me dis, mais jamais je fais ça. Mais à l'inverse, je suis extrêmement impressionnée par ceux qui cartonnent sans le bac, alors qu'on nous a toujours appris depuis toujours que le bac était un passage obligatoire. Enfin, en tout cas, dans ma famille, c'était ça. Dans la société en général. C'est presque ton passage à l'âge adulte, le bac, dans la représentation collective. C'est aïe, tu fais partie du clan, quoi, tu vois. Carrément. Et puis nos aînés n'avaient pas fait autant d'études qu'on peut le faire aujourd'hui. Moi, j'ai un bac plus 4 et je crois que mon père a fait pareil. Il a été en cours, mais il a rien obtenu. Il y est allé à un moment donné, il me semble. Il y a eu un moment, le lendemain de soirée, il savait pas où aller. Il s'est dit, allez, je vais aller en amphi. Ma maman s'est arrêtée, pareil, BTS, mais elle l'a jamais passé. Et il y a vraiment ce truc on a envie de pousser ses enfants à aller là où on n'est pas allé. Oui, il y a un règlement de compte aussi qui se transmet par les gènes. Là. Un peu. Et donc toi, que tu coupes ça en te disant, non, en fait, j'ai envie de vivre... pour moi. Je voulais vivre et je voulais apprendre, quoi. C'était le truc paradoxal, mais il fallait que j'arrête les cours pour apprendre. Parce que, comme ton ex, du coup, j'ai appris énormément par moi-même, dans les bouquins, par l'expérimentation, par l'échec, par le savoir des autres, et aussi par les cours indirects. C'est-à-dire que combien de fois je suis allé aux amphis en candidat libre pour écouter des cours de psycho. Passionnant. C'était passionnant, tu vois. C'est parce que je me suis aperçu qu'on avait le droit d'y aller. Je suis allé à plein de conférences à La Rochelle. Il y avait une association de conférences où je me suis rendu compte que c'était pas cher l'inscription annuelle. Et du coup, je suis allé là et j'allais à toutes les conférences qui m'intéressaient. C'est que du coup, comme tu construis toi-même tes propres chemins jusqu'au savoir,
t'es quand même beaucoup plus attentif à la connaissance disponible et t'es beaucoup plus attentif au fait d'aller la chercher parce que c'est ton activité de loisir, tu vois. C'est de la construction personnelle. Alors que je pense que quand tu tapes énormément de cours et que tu vas avoir des contrôles ou des partiels dessus et que etc. Ben en fait dès que tu sors de ce système, t'as juste envie de profiter d'autre chose différemment. Alors que moi c'est l'inverse, je suis dans le système où je fais ce que je veux, donc en fait je profite en accédant aux connaissances que je veux qui sont autour de moi et que j'identifie beaucoup plus facilement que vous. Parce que j'identifie celles qui me plaisent en plus, donc c'est un délire quoi, tu vois. Et comme il n'y a pas de projet en plus derrière, il y a aucune pression. Tu vois, c'est vraiment de la connaissance pure. Je pense que tu retiens mieux. Moi, je sais que je subissais, je suis vraiment pas scolaire, et je subissais ma vie. Et donc, j'apprenais, je bachotais, tu vois, et puis je sortais du contrôle et j'avais tout oublié. Mon cerveau vraiment essayait d'évacuer. Ouais, c'est ça. Alors que j'imagine que toi, tu vas de ton plein gré à cette conférence, tu te nourris beaucoup plus, quoi. Bah, en plus, le ciment de la mémoire, c'est l'émotionnel, qu'il soit très positif ou traumatisant. Le traumatisant, on va essayer de pas s'en occuper, mais le très positif, c'est un vrai ciment émotionnel. Et les autres sens sont aussi des ciments mémoriels très forts. C'est-à-dire que, évidemment, moi, le fait d'aller à la conférence que j'ai envie d'aller, ça me donne le sourire. Donc, je vis une émotion positive, donc ça cimente. En plus de ça, je fais le trajet à pied, je vois un nouveau lieu, je sens des nouvelles odeurs, j'entends des nouveaux sons, je vois des nouvelles personnes. Ça, c'est de la mémoire épisodique de base. C'est la mémoire de ce qu'on vit dans la vie. T'as pas besoin de réviser ce que t'as fait hier en temps normal, sauf si la soirée était trop violente. J'ai regardé une petite série, bon. Ça va. Ouais, c'est ça. Donc, tu mélanges les typologies de mémoire, épisodiques, sémantiques, etc. Donc, c'est très fort, en fait. Tu reviens, tu te souviens de ce que tu as appris parce que tu te souviens de ce que tu as vécu en fait quoi. Et tous les mammifères d'ailleurs apprennent avec le jeu, sauf les êtres humains qui ont oublié de faire ça. Mais les mammifères normaux apprennent en jouant en fait. Si t'es un chaton, tu vas devoir jouer et jouer à chasser, jouer à t'attaquer. Mais c'est comme ça qu'il apprend les choses. Nous, les êtres humains, les mammifères parmi les mammifères, on s'est dit on va en mettre 30 dans le même sens face à un tableau et on va leur dire silence, c'est sérieux maintenant. Ouais, c'est clair. Ben, évidemment que non, on peut pas apprendre sur la peur, sur la tension, sur la peur de l'échec. Apprendre en ayant peur de pas réussir, meilleur moyen de rien retenir. Le stress, ennemi premier de l'encodage de la mémoire. C'est pour ça quand tu dis t'évacues, c'était ta retombée de stress qui fait qu'en fait t'as rien encodé, tout était en mémoire de travail et c'est au contraire, allez, on vire ça quoi. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu te dis avec maintenant le recul sur cet échec social, mais cette réussite personnelle, en fait? C'est plutôt ce que tu veux dire par là, non? Bah, en fait, il y a quelques années, j'aurais dit c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est pas la meilleure chose. Je me glorifie pas d'avoir raté le bac, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ce serait stupide de ma part, par contre, de dire ça. Par contre, le ressenti que j'ai eu sur l'échec du bac, je suis fier de mon inné. Parce qu'en vrai, j'ai pas travaillé le fait d'être très détaché de cet échec. C'était inné, tu vois. Mais je suis content de ça parce que très tôt, ça m'a permis de constater qu'effectivement, l'échec n'était pas un problème. Okay. Tu vois, j'ai pu c'est de l'A/B testing, quoi. J'ai pu le constater tout de suite. Quelques années après, j'étais quand même à la tête d'un restaurant, enfin 1 an après, à La Rochelle, tu vois. Donc en fait, avec des espèces de marque sociale de regarde, t'as pas ton bac, t'es à la tête d'un restaurant, t'as une belle voiture, bon bah t'as fait le schéma attendu de la société. Alors maintenant on vire le restaurant, on vend la voiture et on se remet en danger sur autre chose parce qu'en fait apparemment c'est possible quoi, tu vois. Ok, c'est hyper intéressant. Bah écoute, je pense que ça va en déculpabiliser plus d'un. Qu'importe son niveau d'études, d'ailleurs je pense que c'est très intéressant de se dire qu'il faut échouer vite et tôt. Ça permet d'évacuer cette peur d'échouer dès le départ, je pense. Même moi, je crois vraiment que la vie, c'est un niveau de Mario Bros. En tout cas, je l'envisage comme ça. C'est-à-dire que Mario, où tu décides de découvrir le niveau en allant très lentement, et spoiler alerte, tu vas te faire tuer avant la fin du niveau. Soit tu décides d'avancer vite sans trop te poser de questions, tu vas voir les pièges, tu te les prends, et après, tu y retournes et t'as vite de la connaissance, en fait. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment l'accumulation de données. Dans le monde du spectacle, je crée sur scène et j'ai pas peur de me bananer en fait. J'ai eu cette discussion avec Bernard Werber et on l'a mis dans la vidéo, je crois, où il a quand même eu des gros échecs. Donc si vous voyez pas qui c'est l'auteur des Fourmis, les Thanatonautes, etc. Incroyable. Incroyable. Et lui donc il sort les Fourmis, c'est un succès en 91 qui est démentiel.
Et derrière, il sort Le Jour des fourmis, qui marche très bien. Et il a fini son épisode des fourmis. Pour lui, c'était en 2 volumes. Et il sort Les Thanatonautes. Une banane terrible. C'est fou. Et du coup, ce jour-là, il se dit, en fait, je serai un marathonien. Je ne serai pas un sprinter. Et donc, il revient à la facilité. Il sort La Révolution des fourmis, le 3e tome, etc. Et 5 ans après, parce qu'à l'époque, il y avait un long processus, tu sais, comme quand tu as un film au cinéma avant qu'il soit à la télé, avant c'était des années, aujourd'hui c'est 2 mois, tu vois. Pour les livres de poche, par rapport au grand format, c'était pareil. Donc 5 ans après la sortie des Thanatonautes, les Thanatonautes sortent en livre de poche. Aucune campagne de com, parce que t'imagines bien, il s'était pris un four avec ce livre, donc, à ce jour, c'est son livre le plus vendu dans le monde. C'est fou. C'est son carton absolu, c'est les Thanatonautes, tu vois. Et du coup, Bernard, il me disait, moi, je suis un vrai marathonien qui marche, et je me pète la gueule souvent. Et c'est comme ça qu'il voit les échecs. Et je suis assez d'accord avec lui parce que quand tu te relèves, tu recommences à marcher, mais t'as pas reculé. Ça n'existe pas en fait. Quand tu trébuches, tu peux trébucher 1000 fois. Tu ne recules pas en fait. Le peu de pas que tu fais, c'est vers l'avant. Tu sais qu'il faut faire attention à tel caillou, tel creux. Exactement. T'as un nouveau savoir. Tu repères un petit peu tout ça. Et si je peux même motiver des personnes à glorifier leurs échecs, parmi les recherches que j'ai pu faire pour comprendre les miens, il y a un truc qui est évident, c'est que l'échec, c'est le côté face d'une pièce où de l'autre côté, il y a l'apprentissage. En fait, l'être humain est le seul à pouvoir apprendre dans le sens où toi, tu peux t'imaginer aujourd'hui, Pauline, demain, faire un truc qui n'existe pas, que tu ne fais pas, que tu ne sais pas faire. Tu peux t'imaginer en train de faire ça et tu peux maintenant, à partir d'aujourd'hui, apprendre tout ce qu'il faut pour atteindre cette projection mentale que tu avais de toi, tu vois. On est les seuls à savoir faire ça. Les seuls animaux sur Terre. Les singes sont pas capables de faire ça? Les pieuvres non plus? Non plus. Personne. En fait, ils ne peuvent pas se projeter. Ils peuvent inventer des choses, créer des choses, mais le singe ne pourra pas se projeter d'autre chose que de sa vie de singe, en fait, quoi, exactement. Ou si tu prends après les insectes même sociaux, l'araignée, elle peut pas échouer à tisser sa toile, tu vois. Elle peut échouer dans le sens où elle a tissé sa toile et ça a pas tenu, donc elle en fait une. Mais d'ailleurs, elle sous moins la pression aussi sur le bien sûr de sa toile. Mais elle peut pas échouer dans son intention de tisser sa toile. Mais en tout cas, elle s'imaginera jamais faire autre chose que tisser sa toile. Nous, on est capable de faire ça. On est capable d'apprendre. Et l'apprentissage, du coup, il va forcément de pair avec l'échec, parce qu'on peut pas tout apprendre du premier coup, en fait. Donc, une fois que tu as compris ça, tu comprends que l'échec, c'est vraiment que des processus d'apprentissage. Et c'est des marqueurs qui te disent, ah, tiens, il y a encore quelques données à grappiller pour vraiment avoir compris, quoi, tu vois. C'est clair. Les sportifs connaissent ça par cœur. Les artistes danseurs aussi, tu vois, les cuisiniers aussi. Du skate, tu dois tomber combien exactement, de fois avant de rentrer au lit, va falloir te planter 2-3 fois la cheville quand même, quoi. Ouais. Et après, tu connaîtras le geste et ton corps le connaîtra, quoi. Il y a pas d'autre choix. Il faut entraîner son cerveau. Exactement. Ou il faut faire des activités comme ça, d'échecs récurrents, ça t'habitue à l'échec. Apprenez un instrument de musique, apprenez un sport, apprenez un art comme ça, et vous allez échouer de manière pas grave plein de fois, et ça va vous habituer au processus d'apprentissage naturel. Trop intéressant. Merci beaucoup, Fabien. C'était hyper intéressant, non seulement ton histoire personnelle, mais en plus tout ce que tu as étudié sur le sujet aussi. J'étais sûre qu'on allait faire un épisode intéressant. Est-ce que tu as une promo que tu veux qu'on mette en valeur sur ce podcast ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous voulez me voir sur scène, c'est le bon moment pour voir ce spectacle. C'est la fin de la tournée, il reste que 10 dates et je fais la dernière le 11 décembre au Zénith de Paris. Trop et après, bien. c'est terminé pour ce spectacle. Et après, fun fact, je pars pendant 6 mois en rodage dans les petites salles, partout en France, sans texte. J'écris le matin, je teste le soir devant le public et devine ce qui va se passer. Je vais échouer plein de fois, je vais apprendre très vite et à la fin, je vais monter un spectacle badass. Mais t'as de sacrés balls. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup. Merci, salut Pauline. Un grand merci à Fabien, c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.